Bonjour, je m'appelle Rikako Murata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 11. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler de la manière dont j'aborde une pièce. Moi-même, lorsque j'ai terminé mes études et que j'ai commencé à avoir le métier, j'ai beaucoup réfléchi à la manière dont je pourrais travailler le plus efficacement possible, c'est-à-dire en perdant le moins de temps possible. C'est à ce moment-là que j'ai compris combien est important le commencement, c'est-à-dire les premiers pas. Les premiers pas, c'est fondamental pour bâtir quelque chose. Même si on essaye de faire très vite le déchiffrage, si les bases ne sont pas bien faites, tôt ou tard, il faudra y revenir et refaire tout depuis le départ. Au contraire, si vous avez posé des bases solides, vous verrez que plusieurs années plus tard, vous pourrez remonter la pièce très vite et facilement. Aujourd'hui, je vous parlerai de ma manière de faire, mais je serai très heureuse si cela peut vous aider à trouver votre propre chemin. Pour vous parler de ma manière d'aborder une pièce, je vais utiliser le deuxième scherzo de Chopin. Si je travaille cette pièce pour la première fois, je commence par chercher sur le compositeur Chopin et sur le sens du titre scherzo. Vous allez dire encore des devoirs. Ne pensez pas comme cela, au contraire, ce sera un excellent moyen de trouver des informations qui vous permettront de mieux comprendre la musique que vous jouez. Un jour, j'ai posé la question à une élève. Que sais-tu de ce compositeur? Elle m'a répondu comme un copie-collé d'un dictionnaire. Date de naissance, telle date de mariage, telle date de divorce, telle date. Point. C'est peut-être bon à savoir, mais est-ce que c'est utile pour la musique? J'en doute. Bien sûr, apprendre comme cela, ce n'est pas drôle. Mais chercher des indices, chercher des éléments qui concernent la musique, c'est beaucoup plus amusant et en plus très utile. Par exemple, à quoi s'intéresser le compositeur? Ce peut être très important. Prenons deux éléments importants pour la musique de Chopin. Une des caractéristiques de ses nombreuses compositions de piano, c'est d'avoir de longues phrases mélodiques. De plus, il adorait le chant. Ce peut être amusant et intéressant de se dire, si j'étais chanteur, où pourrais-je respirer? Cet intervalle doit être soigné, je prends un peu plus de temps peut-être. Ainsi, on peut trouver beaucoup de chemins possibles pour gérer une phrase. Si un compositeur écrit aussi pour orchestre, dans ses pièces pour piano, on peut tout à fait essayer d'imaginer quel instrument il aurait souhaité pour tel ou tel passage. Ou encore, si ce compositeur adorait le jazz, on peut trouver certainement du jazz dans ses pièces pour piano, et tout d'un coup, on a d'autres idées pour la pièce qui se présentent à notre imagination. Quand vous cherchez dans cette direction, c'est beaucoup plus amusant et en même temps très précieux pour développer une interprétation intéressante. Une fois que nous avons un peu enrichi notre culture, nous pouvons nous intéresser à la pièce. Le processus de déchiffrage est pour moi un peu comme une préparation pour gravir une montagne, c'est-à-dire comme lorsque on veut escalader une grande montagne, il faut savoir à peu près ce qui se passe, connaître les grandes lignes. Si on ne fait pas cela avant et qu'au milieu de l'ascension on s'aperçoit qu'on ne peut plus continuer, c'est un peu dommage, non? Eh bien, on doit faire la même chose avec la musique et avant de commencer, regardez les grandes lignes, c'est-à-dire la construction. Je commence toujours par considérer les grands groupes. Dans cette pièce, c'est assez simple. Il y a une première partie qu'on appellera A, puis la partie de milieu qu'on appellera B, le retour du groupe A, et la dernière partie la coda.
Vérifions pour être sûr. D'abord, le début de la partie A sombre en si bémol mineur. Puis, un endroit où la tonalité change complètement, une partie très expressive que j'ai appelée B. Et la partie A revient. L'atmosphère mystérieuse est de retour. Pour finir, nous avons une coda brillante. Une fois ce premier travail effectué, je regarde à l'intérieur de chaque groupe. Je vous expliquerai plus tard pourquoi c'est important. Le groupe A débute donc avec cette formule en si bémol mineur coupée par des accords violents. À partir de la mesure 49, l'atmosphère change complètement avec cette formule. La tonalité de Ré bémol majeur est beaucoup plus lumineuse. Après plusieurs modulations, cette partie se termine au Ré bémol majeur. Il y a donc deux parties opposées, l'une sombre et dramatique en si bémol mineur, l'autre plus lumineuse en Ré bémol majeur. Cette opposition va être répétée une fois encore dans ce même groupe A, puis on passe à la partie B avant de revenir à la partie A. Avant toute chose, je compare les deux parties A et son retour pour vérifier si elles sont complètement identiques. Je fais toujours cela quand une pièce a cette forme ABA. Avant même de commencer à déchiffrer, je vérifie si les deux éléments A sont identiques ou pas. Bien sûr, cela aide pour la construction, mais aussi prendre conscience des différences me permettra de mémoriser plus vite et donc gagner du temps. On prend donc le moment où A revient mesure 584 troisième ton et on compare. On a bien la partie en si bémol mineur, puis la partie en Ré bémol majeur. Donc deux parties. Mais cette fois, elles ne seront pas répétées. Seulement une fois. Je vous avais promis tout à l'heure d'expliquer pourquoi regarder à l'intérieur de chaque groupe est important. Dans le groupe A, cette section est revenue deux fois. Puis, on a eu la partie B. Quand la partie A revient, cette section en si bémol mineur est répétée. Ce sera donc pour la troisième fois. Si on prend conscience de ce fait dès le départ, on peut tout de suite s'imaginer que cette pièce pourrait sonner répétitive. Donc, il faut chercher d'une manière quelconque à donner une direction. Regardons quel genre de direction il faut donner. Il vient immédiatement à l'esprit que quand A revient, au lieu d'être répétée, la section n'est exposée qu'une seule fois, donc réduite. On peut imaginer qu'il s'agit d'un resserrement qui donne une direction à la musique et que c'est une manière de nous entraîner vers la fin. Jusque-là, on a essayé de regarder ensemble la forme générale de la montagne. Vous avez dû remarquer que même si j'ai touché quelques notes comme cela, je n'ai pas vraiment commencé à jouer. Il faut d'abord comprendre la forme générale. Maintenant que c'est compris, je vais ensuite regarder les dynamiques. Comment elles sont utilisées et où, mais aussi quelles sont les plus hautes et les plus basses. Regardez l'amplitude des dynamiques dans la pièce donc. Des compositeurs comme Liszt, Rachmaninoff ou même Albéniz écrivent beaucoup forte, fortissimo, triple forte et sempre crescendo, etc. À la fin, il peut y avoir carrément 6 forte. Avec d'autres compositeurs plutôt de musique française comme Debussy, ce peut être le contraire,
piano, pianissimo, triple piano, sempre più piano, en s'éloignant, plus lointain, ou même à la fin, c'est écrit en disparaissant. Les crescendo ou les diminuendo ne sont pas des quantités mathématiques. Il faut avant tout comprendre quel effet le compositeur recherché. Du côté des fortes, on peut imaginer qu'on accumule de l'énergie et qu'on l'éloigne du moment de l'explosion ou qu'on cherche à garder une tension qu'on tire à son maximum. Diminuendo n'est pas de moins en moins fort, la tension peut augmenter dans un diminuendo. Ou bien le compositeur recherche un effet d'éloignement progressif. Mettez-vous à la place du compositeur. Il devait utiliser les lettres P, F, PP, etc. Nous devons, en tant qu'interprète, comprendre ce qu'il voulait dire avec ces signes. Où sont-ils placés? Où est le point le plus bas, le plus haut? Où la tension est-elle à son maximum, etc. Une fois que ces grands points sont établis, il faut construire à l'intérieur. Bien sûr, si le cadre est petit, étroit, on ne peut pas faire grand-chose à l'intérieur. Pour cette raison, je cherche dès le début le plus grand cadre possible en cherchant la dynamique la plus basse et la dynamique la plus haute. Dans cette pièce, la plus petite dynamique est pianissimo et la plus haute fortissimo. Mais cela ne signifie pas obligatoirement que fortissimo est le climax et pianissimo le point le plus bas. Ces deux dynamiques sont utilisées plusieurs fois. On comprend tout de suite le risque de faire succéder forte, piano, etc. Donc d'être répétitif et très plat. Le risque en est grand dans cette pièce en particulier, mais si on le remarque dès le début, c'est-à-dire avant même de commencer à déchiffrer, on pourra en travaillant se poser immédiatement les questions nécessaires, quel forte, quel piano, dans quel caractère, et leur donner une signification. Si vous avez déjà entendu plusieurs fois la pièce que vous voulez apprendre, ou que c'est votre pièce favorite, vous avez certainement envie de vous précipiter, ouvrir la partition et commencer à la déchiffrer. Mais c'est le moment où on a besoin de patience. On a vu la forme générale, on a regardé les dynamiques. Il y a encore une chose très importante à ne pas négliger. C'est la notion de tempo. Pour qu'une interprétation soit convaincante, il est important de choisir un tempo adapté à la pièce, et cela dès le commencement. Comme au départ, vous allez travailler lentement, il faut avoir la notion de ce dont vous allez avoir besoin. Par exemple, si vous travaillez pour une pièce qui devra être légère et rapide, et que vous commencez à travailler avec un son épais et lourd, ce sera impossible de monter le tempo comme il le faudrait. En ayant la notion du but final et de l'effet à obtenir, vous devrez travailler lentement mais sans oublier d'avoir la sonorité dont vous aurez besoin à la fin. Pour cette raison, connaître le tempo final est indispensable. Ce scherzo est marqué presto au début. Par la suite, il n'y a aucune indication qui change le tempo énormément. C'est vrai qu'à la fin, Chopin indique que le tempo est plus en plus rapide, mais ce n'est pas un changement de tempo général, simplement une accélération ponctuelle. Par contre, il faut faire attention à la partie du milieu qui est très belle et qui change complètement l'atmosphère. On a envie de jouer lent, mais l'indication de Chopin est sostenuto, quelque chose de soutenu donc. En fait, cette pièce ne comporte qu'une seule indication de tempo. Il ne faut pas changer le tempo par notre envie. Si cette partie centrale est trop lente, la pièce manquera d'unité et là encore, l'interprétation ne sera pas convaincante. On va faire un petit résumé. Approchez la pièce avant le déchiffrage. D'abord, cherchez sur le compositeur et sur la pièce. Ce n'est pas un devoir. Recherchez des choses en relation avec la musique et la pièce. Puis regardez la forme générale de la pièce. On regarde la construction en grand, puis on s'intéresse aux détails. Regardez aussi toutes les dynamiques.
En particulier, c'est en recherchant les dynamiques les plus hautes et les plus basses qu'on a une idée du cadre général. À la fin, tempo. Choisis un tempo pour l'ensemble de la pièce. Il ne faudra pas le changer par rapport à son propre sentiment. On a l'impression d'avoir du mal à commencer à grimper la montagne. En même temps, respecter tous ces points avant de commencer, c'est aussi accumuler des envies, des idées et des souhaits. Et le plaisir de travailler n'en sera que le plus grand ensuite, puisqu'on aura un but. Vous connaissez l'expression « hâte-toi lentement » ? C'est exactement cela. Cette procédure est extrêmement importante. Aujourd'hui, j'ai parlé de la manière d'approcher une pièce avant de commencer à déchiffrer les notes en utilisant le deuxième scherzo de Chopin. Le déchiffrage de la musique n'est pas comme le coloriage. On ne peut pas faire d'abord un brouillon et rajouter les couleurs ensuite. Ça ne marche pas. J'ai entendu dire d'abord on lit les notes puis on ajoute la musique. C'est en réalité impossible. Ce qui va définir la couleur et l'expression, c'est le timbre. C'est-à-dire que lorsqu'on façonne le son, couleur et expression sont définies. On ne peut pas produire un son et après ajouter la couleur. Si vous vous dites « j'ai lu les notes, maintenant je vais mettre la musique », en fait, en faisant cela, vous serez obligé de recommencer le travail au départ. Mieux vaut dès le départ regarder la forme générale et l'expression générale. Réfléchissez à ce qu'on veut obtenir. Ainsi, en déchiffrant, vous définirez tout de suite le son et l'expression d'une manière réfléchie. Je pense que c'est le bon ordre dans la manière de procéder. La prochaine fois, on utilise encore le scherzo de Chopin et cette fois, on regardera en détail comment on peut faire de la musique. Chatouillez votre curiosité. Dans la biographie de Prokofiev, j'ai lu cette phrase. Pour la prochaine pièce, j'ai déjà décidé le premier thème. Le deuxième thème, je vais utiliser le thème de cet opéra et le point culminant est aussi fixé. Maintenant, j'ai juste à écrire. Certaines pièces de Prokofiev semblent difficiles, mais il semble que le compositeur fixe d'abord les thèmes principaux, le point de climax et la forme générale. J'étais très touchée en lisant cette biographie par cette approche de la composition. Une nouvelle fois, j'ai été frappée par l'importance pour un interprète de comprendre la forme et la structure d'une œuvre, ainsi que ce qui se passe à l'intérieur avant de commencer à lire les notes. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à la prochaine fois.